J'aimerais qu'on revienne spécifiquement sur ces missiles, enfin ce système patriote, Xavier de Giacomini. Est-ce que, d'abord, expliquez-nous exactement ce que c'est et en quoi ils peuvent faire basculer la guerre, et puis aussi, comment se fait-il que ça va prendre autant de temps que l'Ukraine les reçoive? Alors, ils ne peuvent absolument pas faire basculer la guerre. Bien sûr. Le système de missiles antimissiles Patriot, c'est un système à longue portée, certainement le plus perfectionné au monde, pour abattre des missiles ou des avions. Donc ça permet de défendre efficacement une ville, des centres de production, des casernements si nécessaire, enfin toutes les infrastructures sensibles d'un pays en guerre. Aujourd'hui, les Ukrainiens n'en ont largement pas suffisamment, ils en ont besoin de beaucoup plus. Ils n'ont plus non plus, ils ont de moins en moins de missiles, puisque vous avez le système proprement dit, qui est constitué d'un radar, d'un poste de commandement et de lanceurs, et puis vous avez les missiles, les munitions qu'on met dedans. Donc il y a un besoin urgent de missiles. A priori, pour le moment, on ne voit pas de livraison de missiles patriotes de la part de Donald Trump, et pour les éventuelles batteries supplémentaires, ça passe par un système assez compliqué. Dans un premier temps, la Suisse a accepté de repousser une de ses commandes qu'elle ne recevra qu'à l'horizon 2028-2030, puisqu'en plus ce sont des temps de fabrication qui sont très très longs. En échange, l'Allemagne a accepté de céder ses anciens systèmes, une partie de ses anciens systèmes aux Ukrainiens, mais uniquement lorsqu'elle aura reçu la nouvelle version des Patriotes venus des États-Unis. En prime, une version qui est beaucoup plus perfectionnée, puisque l'ancien système a un angle de tir et de vision de 120 degrés, la nouvelle va jusqu'à 360 degrés. Donc il y a vraiment un gap technologique important, il y a vraiment un avantage pour les Allemands. Mais tant qu'ils n'auront pas reçu les nouveaux, les Allemands ne livreront pas les anciens. C'est pour ça que c'est la presse allemande qui nous informe qu'a priori, ça ne serait pas avant le printemps 2026. Ce qui est extrêmement tard pour protéger les villes ukrainiennes, pour protéger les sites de production sensibles, et puis les civils, tout simplement, qui meurent chaque nuit sous les bombardements russes. Au-delà de ça, il y a une enveloppe qui a été allouée à l'Ukraine par l'administration Trump, une enveloppe de 322 millions de dollars. Déjà, la somme est ridiculement faible, mais en prime, qu'est-ce qu'on voit dans cette enveloppe? On a deux types de livraisons. On a du matériel de remplacement pour les blindés Bradley pour 150 millions de dollars. Alors ça permet d'entretenir ces engins sur le terrain qui sont très utiles aux Ukrainiens, mais simplement de les entretenir. Il n'y a pas de nouveau matériel. Et puis on a la livraison aussi d'équipements pour 172 millions de dollars pour des systèmes de missiles Hawk. Système de missiles Hawk, c'est un missile de protection aérienne, toujours comme le Patriot, mais à moyenne portée. C'est un missile qui est entré en service dans l'armée américaine dans les années 60, donc vous voyez, c'est vraiment du vieux matériel, qui n'est plus utilisé dans l'armée américaine depuis 2002. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire qu'on est quand même sur du matériel qui est carrément la préhistoire des missiles antimissiles. C'est pas obsolète, ça peut toujours servir, tout sert pour les Ukrainiens. Mais là, il y a quand même un espèce de foutage de gueule de la part de Donald Trump quand il dit « je vais relancer l'armement de l'Ukraine ». On n'est absolument pas là, absolument pas, faut pas rêver. Il a au contraire donné 50 jours avant d'appliquer des menaces qu'il n'appliquera jamais à Vladimir Poutine, j'en mélange les personnages, à Vladimir Poutine pour qu'il poursuive son offensive et, comme le disait Arthur tout à l'heure, qu'il puisse conquérir l'essentiel du Donbass avant éventuellement d'être obligé de négocier. Mais on voit même pas d'horizon, si vous voulez, de date possible de négociation. Personne n'est capable aujourd'hui de vous dire cette guerre va encore durer 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est pas possible. Arthur Koenigsberg, donc si on résume, vous nous dites que grosso modo, ces patriotes, ils ne sont pas prêts d'arriver et en plus, ils sont pas au top de ce qu'on peut espérer. Même, c'est déjà bien, oui. Mais c'est déjà bien. Pas au top vous sur les nous dites que Vladimir Poutine donne 50 jours et Donald Trump donne 50 jours à Vladimir Poutine. Parfois, ce ne sont pas un peu les mêmes. En fait, on a l'impression que c'est foutu, en fait, que les jeux sont faits et que l'Ukraine ne va pas pouvoir s'en sortir. Non, parce qu'il y a les Ukrainiens derrière tout ça. Non, les jeux ne sont pas faits. Mais je crois que c'est désormais l'ancien chef d'état-major des armées, général Burkhardt, qui avait trouvé la meilleure formule de cette guerre d'usure. Il l'avait fait lors d'une audition devant la commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Il avait dit que sa crainte, c'était que la Fédération de Russie tienne 5 minutes de plus que les Européens et les Ukrainiens.
C'est ça qu'il faut se mettre à l'esprit, c'est qu'effectivement, nous sommes entrés définitivement dans une guerre d'usure. On est enfermé aujourd'hui sur ce débat des patriotes, mais ce n'est pas un game changer, comme on dit. Ce n'est pas un game changer, ce n'est pas ce qui va faire basculer la guerre d'un côté ou de l'autre. Effectivement, ça va certainement permettre à l'Ukraine de beaucoup mieux se protéger ses infrastructures critiques et ses infrastructures civiles, de sauver des vies, mais ça ne changera pas le cours de la guerre. Et il y a un danger, c'est qu'effectivement, les Américains commencent à s'enfermer déjà eux-mêmes, mais également les Européens, dans un champ lexical négatif pour le soutien à l'Ukraine. Ils font une distinction qui n'a en plus aucun sens d'un point de vue militaire entre des armes offensives et des armes défensives. Comme si, effectivement, le soutien militaire à l'Ukraine aujourd'hui ne passait que par des armes défensives, donc qui lui permettent de protéger son ciel, comme s'il lui donnait des armes offensives, donc typiquement des missiles à longue portée, n'était pas destiné à la défense de l'Ukraine. Si. Des missiles de longue portée permettent à l'Ukraine aussi de se défendre. L'Ukraine est le pays agressé, donc lui donner des armes qui lui permettent de casser les lignes de production, les sites de production et les sites de lancement de missiles ou de drones, ça permet aux Ukrainiens de se défendre et effectivement de tenir dans cette guerre d'usure. Ils ont besoin également de munitions et d'obus. Et c'est ça aujourd'hui, notre véritable crainte peut être aussi sur la non-réaction des Européens depuis plusieurs mois, qui sont effectivement suspendus aux lèvres de Donald Trump, et on ne sent pas d'initiative militaire et politique claire sur un renforcement du soutien militaire à Kiev. On le voit bien que l'Allemagne, c'est très intéressant. Le chancelier Merz nous a rabâché les oreilles avec la livraison de missiles Taurus alors qu'il n'était pas au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, les missiles Taurus sont totalement disparus. Ce sont des très très bons missiles allemands qui peuvent aller frapper derrière les lignes. Et en échange, il a fait ce tour de passe-passe. On peut l'appeler comme ça maintenant, avec des patriotes qui arriveront peut-être un jour, en tout cas pas avant l'année prochaine. Et on revient sur ces négociations d'Istanbul qui ont duré, on le disait, très peu de temps hier entre délégation russe et délégation ukrainienne, et il faut bien le reconnaître, n'ont pas donné énormément de résultats, voire aucun résultat. On va en parler avec Aglaé Achechova, avec nous, spécialiste de la Russie, chargé du domaine russe de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Xavier de Giacomini, merci de nous avoir rejoints, éditorialiste international. Bonjour. Et puis Arthur Königsberg, vous êtes toujours avec nous, fondateur d'Eurocreative, consultant en stratégie d'influence. C'est finalement cette rencontre, cette proposition ukrainienne qui fait le plus parler. Et si une rencontre Zelensky-Poutine était organisée au mois d'août, ça semble mission impossible en réalité. Presque impossible, mais ça dépend de quel but poursuit la délégation ukrainienne. À mon avis, c'est montrer à Trump l'incapacité des Russes de faire les pourparlers directs, de montrer que c'est que l'usure de temps pour faire durer les choses en attendant que la situation sur le front leur permet d'avoir plus de cartes dans les mains, selon Trump, si on utilise son expression. Mais c'est vrai que voir Zelensky et Poutine tête à tête, pour moi, c'est quand même un défi. Et vu vous n'y croyez pas non. Et vu les plusieurs interviews que Poutine a données ces derniers temps, il va toujours mettre en avant l'illégitimité. C'est dur à dire. C'est pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Donc, son côté illégitime. Illégitime, voilà, que Zelensky est illégitime, ça va être toujours mis en avance. Et on a vu tout à l'heure, les protestations en Ukraine vont être aussi épinglées, j'en suis sûre. Alors, on va écouter ce que disait le chef de la délégation ukrainienne hier soir, Roustem Umerov. Nous proposons à la Russie d'organiser une telle réunion des dirigeants d'ici la fin du mois d'août. En acceptant cette proposition, la Russie peut clairement démontrer son approche constructive au monde entier, y compris à nos partenaires.
Xavier de Giacomini, vous y croyez, vous, à ce type de réunion ? Umerov a tout dit, l'approche constructive de la Russie, sincèrement, depuis le 24 février 2022, on ne le voit pas vraiment. En fait, Vladimir Poutine veut bien rencontrer Volodymyr Zelensky, mais vêtu d'une robe de bure, la corde au cou et avec les clés de l'Ukraine à la main pour les lui remettre. Il ne veut le rencontrer, mais Peskov l'a encore dit, de manière extrêmement sérieuse. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Il veut le rencontrer uniquement pour qu'il lui accorde la capitulation de l'Ukraine et que l'Ukraine revienne dans le giron de l'Union soviétique qui n'est plus, mais que Vladimir Poutine rêve de reconstruire sous l'égide de l'Empire russe, en fait, qu'il veut à nouveau voir éclore jusqu'au plus près de l'OTAN, voire même en intégrant des pays de l'OTAN à terme. Donc quand l'Ukraine fait ce type de proposition, c'est pour gagner du temps, c'est pour montrer que eux sont le but de Volodymyr Zelensky, c'est de montrer à Donald Trump que lui est prêt c'est ça. à tout pour garantir la paix en Ukraine, mais aussi l'indépendance de l'Ukraine par rapport à la Russie. Et que donc, il fait cette proposition de rencontrer d'égal à égal Vladimir Poutine, qui effectivement, lui, considère que de toute façon, Volodymyr Zelensky n'est rien. Il n'est même pas illégitime, il est au-delà de ça, il ne représente rien du tout. Il ne serait même pas un gouverneur de l'Ukraine sous obédience russe. Arthur Königsberg, j'imagine que vous aussi, vous êtes assez peu... vous avez assez peu de tendance à croire qu'une telle réunion soit possible. C'est du domaine de l'irréel, du rêve, je ne sais pas comment on peut le qualifier. En tout cas, il faut rappeler qu'ils se sont rencontrés une seule fois à l'Élysée sous l'égide des Européens et que peut-être, comme vient de le dire Xavier de Giacomini, la seule fois où ils pourraient se rencontrer à nouveau, c'est le jour où Zelensky acceptera de capituler. Oui, il faut prendre les Russes au mot depuis plusieurs mois, et notamment sur la faisabilité d'une telle rencontre. Les Russes n'arrêtent pas de repousser, soit de nier la possibilité d'une rencontre. Il faut prendre aussi Vladimir Poutine au mot lorsqu'il dit au président Trump, puis ensuite Peskov, qui disent qu'il n'y aura pas de solution diplomatique sur l'Ukraine, mais que c'est les aspects militaires qui compteront et qui arrêteront cette guerre. Il faut beaucoup plus regarder la montée en puissance industrielle et le narratif russe sur la continuation et la continuité de cette guerre qu'effectivement ces images de négociations qui aboutissent sur des aspects terriblement techniques, qui sont importants. La libération de prisonniers, c'est fondamental. Le fait que la Russie propose à l'Ukraine de lui rendre 3000 corps de soldats ukrainiens tombés au front, c'est fondamental. Mais ça ne change pas l'issue de cette guerre. Et ça ne peut pas changer l'issue de cette guerre, parce que la Russie est toujours dans des buts de guerre maximalistes. On le rappelle suffisamment, l'un des premiers buts de guerre était de prendre le contrôle total de la Crimée. Ça, il l'avait déjà, même avant 2022. Et ensuite de prendre les 4 oblasts du Donbass qui ont été annexés constitutionnellement par la Fédération de Russie et qui se doivent de contrôler intégralement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils se doivent de les contrôler intégralement, sinon la constitution de la Fédération de Russie serait défaillante. Ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Mais il y a deux autres points qui nécessitent une capitulation de l'Ukraine. La démilitarisation de l'Ukraine et la chute du gouvernement démocratique, pro-occidental de Volodymyr Zelensky. C'est ça que veut Vladimir Poutine. Et ne pas adhérer à l'Europe, ni autant. Bien sûr. Et quand effectivement il est dit que Zelensky veut également une rencontre d'égal à égal avec Vladimir Poutine, mais c'est insupportable pour lui. Ça l'était déjà à Paris, à l'époque lorsque Emmanuel Macron avait initié cette rencontre avec l'Allemagne. Mais parce que Vladimir Poutine est dans la négation totale de l'identité ukrainienne. Pour lui, ça n'existe pas. C'est une partie de la Russie. Pour lui, c'est une partie de la Russie. Et il considère que Volodymyr Zelensky a pris le pouvoir à l'issue d'un coup d'État. C'est ce que lui défend. Et effectivement, il considère que Zelensky, depuis le début, est illégitime. Pas parce qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2022, mais depuis le début. Depuis 2014, il considère que les autorités ukrainiennes sont illégitimes. Donc, il ne va pas légitimer Zelensky avec une rencontre, à part, effectivement,
dans le but d'une éventuelle capitulation de l'Ukraine. Vous soulignez un point important. Je disais que ces négociations n'avaient quasiment rien donné. Il y a quand même eu un accord sur des échanges de prisonniers. Et pour la population, ça a une importance. Hein. On va le voir en images. Hein. Ce sont des échanges qui ont déjà eu lieu à plusieurs reprises et qui vont donc pouvoir reprendre, si mes souvenirs sont bons, ça porte sur 1200 prisonniers qui... Mais il n'y a pas besoin de ce genre de négociations à Istanbul sous l'égide d'Erdogan pour parvenir à ce genre d'accord. Ce genre d'accord entre deux pays en guerre intervient de manière régulière parce que finalement les deux pays ont intérêt à ce que leurs soldats rentrent. C'est d'autant plus intéressant pour la Russie que la plupart du temps on s'aperçoit que ces soldats qui rentrent, qui sont souvent dans un état assez catastrophique physiquement puisque le combat c'est dur, souvent il y a des blessés, la détention c'est pas facile non plus, ces soldats repartent au front. Donc pour les Russes il y a tout intérêt, ils sont à 1000 soldats près. Hein. Ils vont avoir éventuellement le concours de 30 000 Nord-Coréens supplémentaires. Tous les jours, ils recrutent à marche forcée dans les provinces les plus reculées de Russie. Mais 1000 soldats de plus, il y en a 500 qui sont capables de repartir au front, même avec des béquilles, ça s'est vu, on l'a vu sur des images, ils les renverront au front. Donc c'est intéressant. Mais il n'y a pas besoin de se réunir, même si peu de temps, pour conclure ça. Le Bureau national anticorruption et le parquet spécialisé lutter contre ce fléau. Alors pour certains manifestants, c'est un retour en arrière. Nous devons lutter contre la corruption. Notre gouvernement doit nous écouter. Il doit être au service du peuple. Cela va considérablement détériorer nos relations avec l'Union européenne. Nous ne pourrons jamais en devenir membres car nous nous dirigeons vers la Corée du Nord. La rue, seul moyen de pression dans ce pays en guerre. Volodymyr Zelensky, le seul à pouvoir mettre son veto, tente de calmer les inquiétudes et rétropédale. Je vais proposer à notre Parlement une loi qui permettra une réponse à tout ce qu'il se passe et qui donnera plus de pouvoir à notre système judiciaire. Il n'y aura aucune influence russe ou interférence venue d'une autre institution étatique. Tous les standards nécessaires à la création d'une institution anticorruption seront mis en place. Le mal est fait, selon les manifestants pour qui la Russie est l'ennemi extérieur. Il faut désormais lutter contre le pouvoir, l'ennemi intérieur. Et le problème avec tout ça, mon cher Arthur, c'est que le président Volodymyr Zelensky est soupçonné de se protéger, de protéger les siens. Et le petit changement qu'il y a pu y avoir au sein même du gouvernement en serait une démonstration selon ses opposants. Oui, ce qui est assez terrible pour l'administration Zelensky et pour Zelensky lui-même, c'est que ces images de ces jeunes, de cette société civile ukrainienne dans la rue qui protestent à Kiev, à Odessa, à Lviv, à Ternopil, etc., c'est exactement ce que la Russie veut abattre. Ce sont des images qu'on a déjà vues en 2005 avec la Révolution orange, avec la Révolution de la dignité en 2014 sur le Maïdan. Cette société civile qui se bat pour une Ukraine démocratique et qui accélère sur le chemin de la lutte anticorruption. La corruption, c'est un mal qui est profond dans des pays qui ont été sous les régimes communistes et soviétiques. Et tous n'en sont pas encore sortis. Il y a des pays comme la Pologne, par exemple, qui ont fait des efforts gigantesques, magnifiques de lutte contre la corruption, mais encore plein de pays, même des pays qui sont dans l'Union européenne aujourd'hui, comme la Roumanie, la Bulgarie, et d'autres qui veulent rentrer, comme l'Ukraine ou la Moldavie, qui n'en sont pas sortis. Le problème, c'est que le président Volodymyr Zelensky a fait sa campagne sur la lutte contre la corruption, que ce pays était parmi les pires classés au monde avant le début de la guerre, que les Américains y ont envoyé des équipes de la CIA, qu'ils se sont interrogés sur des armes qui disparaissent, de l'argent, tous ces milliards qui sont envoyés. Et dans le sujet de Nancy Ray, je vous ai vu réagir sur ce retour en arrière, le mot retour en arrière. Hélène, vous pensez que l'Ukraine repart en arrière avec les conséquences que ça peut avoir? Alors sur le plan politique, oui, mais pas sur le plan de la société. Vous avez tout à fait raison. Parce que l'Ukraine est en guerre et malgré tout, il y a des manifestations massives d'une population qui brave l'interdit. Absolument. Mais je crois qu'il y a deux raisons qui devraient peut-être influencer le président Zelensky pour lui-même revenir en arrière. Il veut protéger son camp, mais tout cela, c'est le passé. C'est une génération que les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui ne veulent pas. Ils n'adhèrent pas à cette corruption qui est endémique et qui gangrène la société ukrainienne, bien sûr. Mais il y a deux phénomènes. Sur le court terme, c'est envoyer aussi aujourd'hui un message très négatif
à ces Européens qui font de gros efforts pour entretenir la corruption, mais nous avons un soutien de l'opinion publique encore majoritaire aujourd'hui. Nous continuons à envoyer des armes, nous continuons à soutenir, nous avons des efforts financiers énormes pour la reconstruction du pays. Mais si celui-ci doit être détourné pour des faits de corruption, je crois que nous allons perdre très rapidement ce soutien public dont nous avons besoin, quand par ailleurs nous avons des budgets qui nous sont présentés d'austérité dans nos sociétés. Donc il y a ce court terme, moi je crois, qui c'est le long terme, hein, l'entrée dans l'Union européenne. Bien sûr, c'est un signal négatif parce que... Non, mais ça fait partie, alors il faut expliquer, la corruption ou la lutte contre la corruption, fait partie d'un des principaux critères. Ursula von der Leyen a eu des mots très durs après ses décisions, en disant que c'était un vrai recul. Mais ça sera un obstacle supplémentaire, aujourd'hui, d'un retour en arrière, vous avez tout à fait raison. Xavier. Oui, on peut voir deux choses. D'abord, la mobilisation de cette jeunesse qui ressemble effectivement, comme le disait Arthur, à la Révolution Orange en 2004 ou à Maïdan en 2014, qui peut s'exprimer sans aucune difficulté, qui peut manifester contre le président Volodymyr Zelensky, et ce, sans craindre que les bombes russes s'abattent sur elle au moment même où elle manifeste. C'est quand même, on est dans un pays en guerre où chaque nuit et même parfois dans la journée, il y a des bombes qui tombent et ils manifestent. Et deuxièmement, je voudrais dire que ce qui est mis en place là, ça a un écho très favorable à Moscou en fait, parce que d'une part ça prouve que finalement il y a aussi des problèmes de corruption en Ukraine et pas seulement en Russie, et puis pour c'est un échec de Zelensky qui depuis 3 ans a tenté de lutter, en main, et en plus pour sauver ses amis, ses proches, pour reprendre en main le pays, si jamais la Russie venait à l'emporter dans le Donbass, Zaporijjia et Kherson, ce serait beaucoup plus facile s'il y a encore de la corruption en Ukraine. Dans un moment où le pays souffre, manque d'armes, parce que c'est la meilleure méthode pour les Russes pour arriver au pouvoir.